On nous a menti effrontément toute notre vie, droit dans les yeux. Ouvrez n'importe quel manuel d'histoire, consultez n'importe quelle encyclopédie, et vous verrez un beau conte de fées sur la grande route de la soie. On vous racontera des caravanes romantiques qui, pendant des mois, voire des années, progressaient à travers des déserts brûlants et des cols de montagnes glacés pour livrer le précieux tissu de la Chine vers l'Europe. Mais avez-vous déjà essayé d'activer votre pensée critique et simplement de calculer? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la version officielle de l'histoire craque de toutes parts dès qu'on lui applique un calculateur et des connaissances de base en biologie? Vous avez été trompé, et l'ampleur de cette tromperie fait dresser les cheveux sur la tête. Ce que les historiens appellent une route commerciale était en réalité quelque chose de tout à fait différent. Et aujourd'hui, nous allons arracher ce voile poussiéreux de mensonges. Commençons par une question simple que personne ne pose inexplicablement. D'où venait la soie à l'échelle industrielle, là où sa production est biologiquement impossible? La science officielle affirme que la Chine a gardé le secret de la production de la soie pendant des millénaires. Apparemment, la petite chenille, le bombyx du mûrier, est la seule source de ce matériau. Mais regardons les faits. Le bombyx du mûrier est une créature incroyablement capricieuse. Pour sa vie, il faut une température stricte de 20 à 25 degrés de chaleur. Toute variation brusque de température, tout courant d'air, tout changement d'humidité, et toute la colonie périt en quelques heures. Et maintenant, imaginez la grande route de la soie. L'itinéraire passe par le désert de Gobi, par le col du Pamir, par les steppes d'Asie centrale. Les températures nocturnes dans ces régions descendent en dessous de zéro même en été. Comment, dites-moi, les anciens commerçants transportaient-ils des larves vivantes ou des cocons dans de telles conditions? Dans des caisses en bois sur le dos des chameaux? C'est ridicule. C'est physiquement impossible. Aucune chenille n'aurait survécu plus d'une semaine à un tel voyage, sans parler de mois de trajet. Mais on nous dit qu'ils transportaient déjà le tissu fini. Bien, supposons. Alors parlons des volumes. Les chroniques historiques de l'Europe, de la Russie, du Moyen-Orient regorgent de mentions de milliers de tonnes de soie. Tentes en soie, voiles en soie, vêtements pour des armées entières, tapisseries de la taille d'un stade. D'où venaient de tels volumes? Pour produire 1 kg de soie brute, il faut nourrir les chenilles d'environ 250 kg de feuilles fraîches de mûrier. Fraîches, pas séchées, pas fanées. La chenille ne mange que des feuilles fraîches. Vous imaginez la logistique? Pour fournir à l'Europe et à la Tartarie la quantité de soie décrite dans les documents des XVIIe et XVIIIe siècles, toute la Chine aurait dû être plantée de mûriers d'un bout à l'autre. Et chaque second Chinois aurait dû se consacrer uniquement à la cueillette des feuilles. Mais l'archéologie ne trouve aucune trace de telles plantations gigantesques. De plus, les anciennes cartes nous montrent une toute autre picture de la végétation. Et c'est là que commence le plus intéressant. Nous trouvons des mentions de manufacture de soie dans des endroits où le mûrier ne pousse tout simplement pas. Italie du Nord, France, Allemagne. Et le plus choquant, le territoire de la Russie moderne, la Sibérie. Ces terres qui, sur les anciennes cartes, sont désignées comme la Grande Tartarie. Comment produire des tonnes de soie dans un climat où la neige reste 6 mois? Les historiens marmonnent quelque chose d'inintelligible sur des serres et l'importation de matières premières. Vous êtes sérieux? Des serres à l'échelle industrielle au XVIe siècle pour des millions de chenilles? Ou peut-être devrions-nous reconnaître l'évidence? On nous trompe sur la définition même du mot soie. Que diriez-vous si je vous disais que le mot soie désignait autrefois un matériau complètement différent? Un matériau qui ne requérait pas de chenilles capricieuses, ne requérait pas de plantation à l'autre bout du monde et ne coûtait pas son pesant d'or, mais était un standard industriel d'une civilisation hautement développée qu'on a effacé de la surface de la Terre.
Regardez les gravures de cette époque. Les gens sont vêtus de tissus fins, de drapés complexes, de tenues multicouches. Ce n'est pas du lin grossier, ni de la laine. C'est un tissu technologique. Et il était produit non pas de manière artisanale dans des huttes en argile, mais dans des usines, dans les vestiges que nous prenons aujourd'hui pour des palais ou des temples. Dans les rapports officiels des guildes commerciales du XVIIe siècle, il y a des incohérences étranges. Le poids de la marchandise et son volume ne correspondent pas à la densité de la soie naturelle. Si on recalcule les données indiquées sur les bordereaux, on obtient que cette soi-disant soie était plus lourde et plus résistante que celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle ne brûlait pas dans le feu comme brûle l'organique. Elle possédait des propriétés que l'industrie textile moderne n'a obtenues qu'avec l'invention du Kevlar et des synthétiques. Mais ce n'était pas du plastique. C'était quelque chose qui gisait littéralement sous les pieds, mais la technologie de traitement de cette matière première avait été perdue, ou plus probablement, intentionnellement détruite. Regardez à nouveau la carte de la soi-disant « route de la soie ». Ce n'est pas simplement une route de A à B. C'est un réseau qui enveloppe certaines régions. Et si vous superposez ce réseau sur une carte géologique des minerais utiles, votre mâchoire en tombera. Les itinéraires des caravanes coïncident parfaitement, non pas avec les aires d'habitat du Bombix du Murier, mais avec les gisements de minéraux spécifiques et les zones de croissance de certaines espèces de plantes fibreuses, considérées aujourd'hui comme des mauvaises herbes. Une coïncidence ? Dans le monde de la grande politique et des gros argents, il n'y a pas de coïncidence. Nous sommes au seuil d'une découverte qui renverse la représentation de l'économie du passé. Si la soie n'était pas faite par des vers, alors qui ? Et surtout, de quoi ? La réponse à cette question effraie par sa simplicité et simultanément par le cynisme de ceux qui ont réécrit l'histoire. Ils ont remplacé la grandeur technologique du passé par une fable sur des vers et des feuilles, pour cacher le fait d'une base de production développée chez nos ancêtres. Nous avons l'habitude de penser que tout était primitif avant. Mais, et si c'est nous qui sommes devenus primitifs, en perdant les technologies d'obtention de tissus éternels? Adressons-nous aux documents que la science officielle préfère appeler mythes ou allégories, bien qu'ils aient été écrits comme des rapports secs de voyageurs et d'ambassadeurs. Vous avez sûrement entendu parler du célèbre Marco Polo. Dans ses écrits, il mentionne un tissu que, à l'Est, on appelait laine de salamandre. Selon la légende, la salamandre est une créature vivant dans le feu. Mais Marco Polo était un pragmatique. Il écrit textuellement « La salamandre n'est pas un animal, c'est un minéral ». Il décrit le processus d'extraction d'une certaine minerai dans les montagnes, qu'on broyait ensuite, qu'on cardait en fibres et qu'on filait en fils. Et la propriété principale de ce tissu, il ne brûle pas. Si une telle nappe se salissait, on ne la lavait pas à l'eau, mais on la jetait dans l'âtre flamboyant. La saleté brûlait, et le tissu devenait éblouissamment blanc. Aucune soie produite par une chenille ne résisterait à la température du feu. Elle se transformerait simplement en cendre en une seconde. Et maintenant, superposez les faits. En Russie, dans l'Oural, en Sibérie, dans ces mêmes terres que nous appelons Tartarie, se trouvent d'immenses gisements de chrysotile asbeste. C'est cela même le lin de montagne, ou la quenouille de pierre. Au XVIIIe siècle, à l'époque des Demidov, il existe des enregistrements officiels sur la production de nappes, de serviettes et de vêtements en lin de montagne. Pierre le Grand, selon les anecdotes historiques, aimait choquer les ambassadeurs étrangers en versant du vin sur la nappe et en la jetant dans la cheminée, d'où il la ressortait intacte. Ce ne sont pas des tours de magie, c'est une technologie oubliée de travail avec la fibre minérale. Mais on nous dit que c'était des souvenirs uniques. Mensonge. Les volumes d'extraction de l'amiante et d'autres minéraux fibreux dans le passé étaient colossaux. Si vous regardez les anciennes cartes industrielles, vous verrez que les soi-disant filatures de verre à soie étaient souvent situées à proximité des exploitations minières et non des vergers de mûriers. La soie,
C'était un nom générique pour n'importe quel tissu lisse, brillant et résistant. La substitution de concepts s'est faite virtuosement. Avec le mot soie, on a couvert toute une couche de technologie. Outre la soie minérale, il existait aussi une soie végétale, mais pas ce coton auquel nous sommes habitués. Avez-vous déjà entendu parler de soie d'ortie ou de soie de chanvre de première qualité? Aujourd'hui, ces plantes sont considérées comme des mauvaises herbes ou utilisées pour des cordes grossières. Mais l'analyse chimique des tissus trouvés dans les Kourghan sites et les sépultures sur le territoire eurasiatique montre une structure de fibres extrêmement complexe. Nos ancêtres maîtrisaient la technologie de fission des tiges de chanvre et d'ortie en microfibres, qui en douceur et en éclat n'avaient rien à envier aux soies chinois, et le surpassaient même. Cette technologie requérait non pas le travail manuel des paysannes, mais de sérieux réactifs chimiques et des autoclaves. Nous voyons les traces de ces productions sous forme de straniques bassins en pierre et de citernes que les archéologues appellent pudiquement des silos à grains ou des bains. Mais pourquoi un silo à grains aurait-il des murs d'1 mètre d'épaisseur et un système d'évacuation complexe résistant aux acides? C'étaient des réacteurs chimiques. Imaginez l'échelle. D'immenses champs de chanvre techniques de près de 3 mètres de haut, transformés dans des usines en tissu fin et extrêmement résistants. On en faisait des voiles qui ne pourrissaient pas dans l'eau salée, des vêtements qui duraient des décennies et des cordages capables de retenir des mégalithes de plusieurs tonnes. C'est précisément pourquoi la flotte britannique et les autres puissances maritimes convoitaient tant les ressources de la Russie. Ils n'avaient pas besoin de la mythique soie chinoise pour des robes, mais de matériaux stratégiques pour les voiles et les cordages, le chanvre et la fibre transformée. Dans les documents du XIXe siècle, l'exportation de chanvre de l'Empire russe occupait les premières places. Mais les historiens nous parlent ennuyeusement de cordes. Ils cachent que de cette matière première, on faisait des tissus de luxe. Il y a une troisième version, encore plus gênante pour les officiels. C'est la soie ligneuse. Au XXe siècle, nous avons soi-disant inventé la viscose, la soie artificielle à base de cellulose. Mais les chimistes savent que le processus d'obtention de la viscose ne requiert pas de technologie spatiale. Il requiert des connaissances en chimie et de la bois. L'un et l'autre abondaient en Tartarie. Regardez les forêts infinies de Sibérie. Ce n'est pas simplement de la taïga, c'est une base de matières premières. Si l'on suppose que la civilisation passée maîtrisait la chimie au niveau du XIXe ou du XXe siècle, alors des millions de tonnes de soi-disant soie étaient produites directement à partir d'épicéas et de pin. Cela explique pourquoi les manufactures de soie prospéraient en Europe froide et en Russie. Ils n'avaient pas besoin de vers capricieux mourant d'un courant d'air. Ils avaient besoin de scieries et d'ateliers chimiques. Maintenant, regardons les chiffres qui font voler en éclats le tableau officiel du monde. Dans les livres portuaires de Gênes et Venise du XIVe siècle, sont indiqués des volumes d'importation de soie comptés en milliers de ballots. Un ballot pesait environ 60 kg. Multipliez et vous obtenez des centaines de tonnes. Pour obtenir une telle quantité de soie naturelle des chenilles au Moyen Âge, il aurait fallu couvrir de mûriers une superficie égale à la France moderne. Et cela seulement pour un nœud commercial. Et pourtant la soie était partout. On la portait en Inde, en Perse, en Scandinavie. Les mathématiques sont impuissantes ici, si l'on suit la version officielle. Soit la population de la Chine comptait déjà des milliards de personnes à l'époque, et ils travaillaient 24 heures sur 24. Soit la source de la soie était tout autre, industrielle. Pourquoi est-ce important? Parce que cela change le statut de nos ancêtres. De paysans sales, dépendant de la clémence de la nature, ils se transforment en ingénieurs et en technologues. La soie était un produit industriel, résultat d'un traitement complexe de matières premières minérales et végétales. La grande route de la soie, ce n'était pas un itinéraire de marchands d'épices et de chiffons, c'était une artère de transport globale,
par laquelle on acheminait des produits de haute technologie. Et ce chemin menait nulle part, pour une raison. Les villes situées sur ce chemin ont disparu. Elles ont été ensevelies par le sable, l'argile, effacées de la surface de la terre par une force inconnue. Nous trouvons les ruines de gigantesques complexes d'usines dans le désert de Taklamakan qu'on appelle des forteresses anciennes. Mais la disposition de ces forteresses ressemble étrangement aux zones industrielles modernes. Ateliers, entrepôts, bassins de décantation. Regardez la carte physique de l'Eurasie. Ouvrez simplement les images satellites et regardez le trajet de la grande route de la soie. Vous voyez cette ligne folle ? Elle traverse les territoires les plus désolés, les plus hostiles et les plus mortels de la planète. Le désert de Gobi, le désert de Taklamakan, dont le nom se traduit par « entre », ne sort pas, les plus hauts chaînons montagneux du Pamir et du Tian Shan. L'histoire officielle nous dit que c'était le plus rentable des itinéraires commerciaux. Vous êtes sérieux? Rentable? Faire avancer des caravanes avec de la marchandise chère à travers des endroits où il n'y a pas d'eau, où les tempêtes de sable arrachent la peau du visage, et où les écarts de température tuent tout ce qui est vivant. Tout logisticien vous dira que c'est un suicide économique. La route maritime, même autour de l'Afrique, serait plus sûre et moins chère que cette marche infernale de la mort. Mais tout s'explique si nous admettons une pensée terrifiante. À l'époque du fonctionnement actif de cette route, la carte géographique était complètement différente. Ces déserts n'étaient pas des déserts. C'étaient des zones industrielles florissantes. Nous regardons la carte du XVIIe siècle du célèbre cartographe Daniel Keller ou les cartes d'Ortelius. Et qu'est-ce que nous voyons à la place de l'actuel désert de Gobi? Des villes. Des centaines de villes, des rivières, des lacs, des forêts denses. Là est désignée la civilisation de Serica, le pays de la soie. Mais pas celle que tissent les chenilles, celle du fibre industriel dont nous avons parlé précédemment. La route de la soie ne reliait pas la Chine et l'Europe à travers le vide. C'était une artère de transport interne d'un empire gigantesque qui occupait tout le continent. C'était une route d'usine à usine, de ville à ville. Et ici, nous approchons du principal artefact qui est sous les yeux de tous, mais dont la véritable destination nous est cachée. La Grande Muraille de Chine. On nous dit que c'était une protection contre les nomades. Réfléchissez à l'absurdité de cette affirmation. Le mur s'étend sur des milliers de kilomètres, le long des crêtes les plus hautes des montagnes. Quelle armée peut-on maintenir sur un tel mur? Comment y acheminer les provisions et l'eau? Et surtout, pourquoi construire un mur de cette hauteur et de cette largeur contre des gens armés d'arcs et montant des chevaux? Un cheval ne saute pas une clôture de 2 mètres. Pourquoi construire une structure cyclopéenne de 10 mètres de haut? Maintenant, regardez le mur comme une structure technique. C'est une route parfaitement plane, surélevée au-dessus du sol, avec des dénivelés nivelés. Ce n'est pas un mur, c'est une estacade de transport, un viaduc, ou, si vous voulez, une voie pour le transport rapide du passé. La soie, c'est-à-dire les lourds rouleaux de tissu industriel, le métal, les matériaux de construction, tout cela est impossible à transporter sur des chameaux dans les volumes nécessaires pour la construction de villes, aujourd'hui ensevelies sous le sable. Un chameau porte 200 kg. Pour construire un seul bastion en étoile, il faut des millions de tonnes de pierre. La conclusion est simple. Sur la Grande Muraille, circulaient des convois de fret. Peut-être attraction animale, ou peut-être utilisait-il d'autres principes de mouvement dont nous avons oublié. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui a divisé l'histoire en avant et après. Une catastrophe globale. Ce sont précisément ces événements que les chercheurs alternatifs appellent le déluge d'argile ou un décalage catastrophique des pôles. Regardez les villes d'Asie centrale, Samarcande, Boukhara, Khiva. Pourquoi les bâtiments anciens y sont-ils ensevelis sous plusieurs mètres d'argile? Pourquoi les entrées des bâtiments se trouvent-elles en dessous du niveau du sol?
Les scientifiques disent « couche culturelle ». Mais la couche culturelle croît à une vitesse d'1 centimètre tous les 100 ans, et elle est composée d'ordures et de poussière. Et ici, nous voyons des mètres d'argile homogène qui a recouvert les villes instantanément. C'est précisément cette catastrophe qui a transformé la florissante Serica et la Tartarie en désert. L'eau s'est retirée, les rivières se sont asséchées ou ont changé de cours. Le sol fertile a été enseveli sous des millions de tonnes de sable et de coulées de boue. Les jardins fleuris sont devenus le désert de Gobi. Les complexes industriels de transformation du bois et de la pierre en tissu ont été détruits. La grande route s'est transformée en route vers nulle part. Les caravanes dont nous parlent les historiens, ce sont déjà des tentatives post-apocalyptiques des survivants pour utiliser les restes de l'ancienne infrastructure luxueuse. Ils erraient parmi les ruines de la grande route, ramassant ce qui restait de la civilisation pérue, et le vendaient au triple du prix en Europe, qui a moins souffert. Parlons de la démographie, qui provoque un tic nerveux chez les historiens officiels. Si l'on croit les données officielles sur la population de la Terre au Moyen Âge, il n'y aurait tout simplement pas eu assez d'humains physiquement pour construire tous ces objets. On nous dit que la population croissait lentement. Il y avait des épidémies de peste, des guerres, des famines. Mais pour construire la Grande Muraille, même dans sa forme actuelle, soi-disant restaurée, le Grand Canal chinois, encore plus grandiose que la muraille, et des milliers de villes-étoiles, il faut une population de milliards de personnes. Ou bien ils avaient une technique remplaçant le travail manuel. Des excavateurs, des grues, des combinés de forage minier. Les traces de scie circulaires sur les mégalithes, la maçonnerie polygonale impossible à reproduire au ciseau, les découpes dans les roches où passait soi-disant la route, tout cela crie la production mécanique. Et la soie faisait partie de cette civilisation mécanique. C'était un matériau pour l'isolation, pour la construction de structures légères et résistantes, pour l'aviation du passé. Oui, ne vous étonnez pas, les gravures avec des navires volants, ce ne sont pas des fantasmes d'artistes, mais des croquis d'après nature. La catastrophe n'a pas seulement détruit les usines, elle a détruit les gens. Il y a eu un effondrement démographique. Imaginez que 90% de la population périt en un instant d'une gigantesque vague de boue, d'un refroidissement soudain. Les mammouths se sont gelés avec de l'herbe dans la bouche, précisément à ce moment-là, et de la famine subséquente. Les survivants ont dégénéré en 2 générations. Les connaissances en chimie se sont transformées en alchimie et en magie. Les connaissances en ingénierie en rituels religieux. Et les tissus industriels complexes, qui étaient auparavant du quotidien, sont devenus de la précieuse soie, dont le secret aurait soi-disant été volé par des moines dans un bâton. Quelle fable pratique pour cacher le fait que nous vivons sur les ruines d'un monde qui nous surpassait en tout. Regardez les cartes de Gérard Mercator du XVIe siècle. Que voyez-vous là-bas à la place du pôle Nord? Un désert de glace où meurent de froid les explorateurs polaires? Non. Vous voyez un énorme continent, divisé par 4 puissantes rivières, avec une haute montagne au milieu. Vous voyez des désignations de villes. Vous voyez une terre libre de glace. C'est la célèbre Hyperborée, ou Daaria, la patrie originelle de cette même civilisation unifiée. La science officielle appelle cela une erreur de cartographe. Imaginez seulement, le meilleur cartographe de son temps, dont nous utilisons encore les projections, soudain prend et dessine un continent entier au pif. C'est ridicule. Ces cartes sont un témoignage documentaire que le climat sur la planète était fondamentalement différent encore très récemment. Toute la Sibérie, l'Alaska et le nord du Canada étaient des régions florissantes avec un climat subtropical. C'est précisément pourquoi nous y trouvons des carcasses de mammouths congelés avec des boutons d'or non digérés dans l'estomac. L'animal n'a tout simplement pas eu le temps de digérer son repas, qu'il a été surpris par une vague de froid. Dans un tel climat, la production de cette même soie végétale et ligneuse se déroulait toute l'année à l'échelle industrielle sur des territoires que nous considérons aujourd'hui impropres à la vie.
Mais la preuve la plus terrifiante de l'existence d'une civilisation globale unifiée qu'on nous cache se trouve droit devant vos yeux, dans n'importe quelle grande ville du monde. Regardez autour de vous. Regardez l'architecture des anciens centres. Washington, Saint-Pétersbourg, Paris, Vienne, Melbourne, Buenos Aires. Vous voyez la même chose. D'immenses bâtiments majestueux avec des colonnes, des portiques antiques, des portes géantes de 5 mètres de haut et des fenêtres commençant au niveau du sol. On nous dit que c'est la mode de l'Antiquité. Soi-disant, les architectes du 19e siècle dans le monde entier se sont entendus et ont commencé à construire des copies de temples romains. Mais essayez d'expliquer du point de vue de la logique pourquoi en Russie froide ou au Canada, construire des bâtiments avec d'énormes fenêtres et des plafonds très hauts impossibles à chauffer au bois. Pourquoi faire des portes pour des géants si la taille moyenne d'un homme à l'époque était d'1,60 m? Ce n'est pas une mode, c'est une construction standardisée. Nous vivons sur les ruines d'un monde unifié. Ce que nous appelons style antique, c'est le standard panélisé soviétique de la civilisation passée. C'était un empire global, avec un centre de commandement unique, des standards de construction uniques, un système énergétique unique et un réseau de transport unique, que l'on a appelé plus tard la route de la soie. Ces bâtiments n'ont pas été construits au XIXe siècle par des paysans en sabots de baste avec des burins. On les a restaurés. On les a déterrés d'une couche de plusieurs mètres d'argile et les nouveaux maîtres de la vie se les sont appropriés. Avez-vous déjà remarqué que les soi-disant caves des vieux bâtiments ont des fenêtres complètes s'enfonçant dans le sol et des portes qui s'ouvrent dans le vide? Les historiens bredouillent sur des puits de lumière et l'affaissement du sol. Mais n'importe quelle expertise d'ingénierie le montrera, ce n'est pas une cave. C'est le premier étage qui s'est retrouvé sous terre à la suite d'un écoulement de boue catastrophique. Nous marchons sur les toits et les seconds étages de ce monde. Dans ce système de coordonnées, la soie joue le rôle d'élément technologique clé. Les tissus à base de fibres complexes n'étaient pas seulement utilisés pour les vêtements. C'était une isolation pour l'électricité atmosphérique. Les coupoles des temples recouvertes de feuilles d'or, les flèches métalliques, les structures en cadre à l'intérieur des murs, tout cela sont des éléments d'un réseau énergétique unique qui puisait l'énergie directement dans les terres. Les tissus soyeux, non conducteurs d'électricité ou, au contraire, dotés de propriétés spéciales, étaient nécessaires au fonctionnement de ce système. Quand la catastrophe s'est produite et que l'électricité éthérée s'est éteinte, les technologies sont devenues inutiles. Les survivants sauvages ont commencé à utiliser les plats d'or des résonateurs comme vaisselle et les tissus techniques uniques comme des chiffons chers pour parer leur corps. Un cargo culte à l'échelle planétaire. Nous adorons des technologies dont nous ne comprenons pas le sens. Et c'est là qu'entrent en scène ceux qui ont réécrit l'histoire. L'élite parasitaire qui a saisi le pouvoir après la catastrophe. Il leur fallait expliquer aux gens pourquoi ils vivaient dans les ruines d'une grandeur passée, mais devaient en même temps se soumettre à de nouveaux rois. Une géniale mensonge a été inventée. Ils ont morcelé l'empire unique en États patchwork. Ils ont inventé des langues différentes. Rappelez-vous le mythe de la tour de Babel, c'est la description du processus de division des gens. Ils ont inventé une histoire ancienne pour chaque peuple, pour nous dresser les uns contre les autres. Au lieu d'une unique Tartarie, sont apparus des dizaines de pays en guerre. La route de la soie, d'une route interne, est devenue un itinéraire international. Et les technologies ont été déclarées secret perdu des anciens maîtres, ou carrément de la magie. Sentez-vous ce frisson dans le dos. On ne nous a pas simplement trompés. On nous a privés de notre héritage. Nous devions voler sur des vimanas et porter des vêtements éternels, nous nourrir d'énergie pure et vivre en harmonie avec la nature. Au lieu de cela, on nous a poussés dans les mines de charbon, forcés à brûler du pétrole et du gaz, empoisonnant l'atmosphère, et vêtus de synthétiques qui tuent notre peau. L'histoire, ce n'est pas un ensemble de dates, c'est une arme. Et cette arme est dirigée contre votre conscience.
On vous a inculqué que le progrès va linéairement de la bêche primitive à l'iPhone. Mais les faits crient le contraire. Nous dégénérons. Nous ne pouvons pas reproduire la maçonnerie de pierre de Baalbek. Nous ne pouvons pas créer un tissu similaire à celui qu'on trouve dans les tombes égyptiennes. Nous sommes une civilisation de ramasseurs de déchets, vivant sur les restes des dieux. Mais pourquoi cela a-t-il été fait? À qui profite une telle amnésie globale? La réponse réside dans la nature même du pouvoir. Il est plus facile de manipuler une foule contrôlée si elle ne connaît pas son passé. Si un homme pense que son ancêtre était un singe ou un paysan sale, il se réjouira d'un morceau de pain et d'un prêt immobilier. S'il apprend qu'il est descendant des dieux et des constructeurs de pyramides, il posera la question « Où est mon héritage ?» Qui sont ces chefs d'orchestre invisibles qui ont réécrit la partition de l'histoire et nous ont forcés à jouer le rôle de figuration amnésique? La réponse est à la surface si l'on analyse les événements des XVIIIe et XIXe siècles. C'est précisément à cette période qu'a lieu un étrange changement de pouvoir synchrone dans toutes les régions du monde. Les anciennes dynasties disparaissent ou sont remplacées par de nouvelles. Émergent des sociétés secrètes, des loges maçonniques et des ordres qui commencent à contrôler la science et l'éducation. Ce n'était pas une évolution. C'était une opération de nettoyage. Ceux qui ont survécu après le cataclysme global et conservé les restes de technologie, ou au moins la compréhension de comment fonctionnait l'ancien système, ont décidé d'usurper le pouvoir. Ils ont mené un inventaire global des biens intacts. Les usines qui pouvaient encore être remises en marche sont devenues leur propriété. Les ruines des forteresses étoilées ont été déclarées monuments antiques. Et la véritable destination des choses a été déformée jusqu'à l'irreconnaissable. Pensez-y. Pourquoi précisément au XIXe siècle apparaissent des savants qui commencent à classer furieusement tout et n'importe quoi, créant de nouvelles chronologies? Scaliger et Petavius ont artificiellement allongé l'histoire en y insérant des milliers d'années d'âge sombre pour rompre notre lien avec l'Antiquité. Ils devaient cacher le fait que l'Antiquité était hier. Ils devaient expliquer la présence de millions de tonnes de soie et d'autres biens high-tech qui étaient encore stockés dans les entrepôts. Et ils ont inventé la grande route de la soie, un écran génial qui expliquait tout. La présence des biens, les ruines dans les déserts, soi-disant caravansérail, et la richesse de l'Orient. Pourquoi en avait-il besoin? Tout repose sur le contrôle des ressources. Si les gens apprennent qu'on peut produire un tissu éternel à partir de pierre ou de bois, s'effondrera l'industrie moderne de la mode et du textile, construite sur l'obsolescence programmée. Si les gens comprennent que leurs ancêtres obtenaient de l'énergie gratuite de l'atmosphère à l'aide de ces mêmes temples et obélisques, s'effondrera tout l'empire pétrolier et gazier et énergétique qui nous tient en esclavage des factures d'utilité domestique. Notre économie moderne, c'est l'économie de la rareté et de la consommation. L'économie du passé était celle de l'abondance et de la durabilité. Ce même soi se transmettait de génération en génération. Il ne se déchirait pas et ne se salissait pas. Et on nous vend des t-shirts qui deviennent des chiffons après 3 lavages. Sentez-vous la différence? On nous a transformés en consommateurs idéaux, en nous privant des technologies d'autosuffisance. Nous vivons dans une matrice tissée de mensonges. Mais cette matrice commence à bugger. Internet, créé comme moyen de contrôle, est devenu un outil d'éveil. Nous avons commencé à échanger des photos, des cartes, à traduire de vieux livres qu'on avait oublié de brûler. Nous voyons que la cathédrale Saint-Isaac est impossible à construire à la main par des paysans en sabots de Baste, de même qu'il est impossible de nourrir l'Europe avec de la soie cultivée dans le désert. La mémoire génétique s'éveille. Sentez-vous ce sentiment étrange de nostalgie quand vous regardez les ruines ou les anciennes gravures? C'est la nostalgie d'une maison perdue, de ce monde où l'homme était créateur et non une batterie pour le système. La grande réinitialisation dont on nous menace aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir.
c'est une répétition du passé. Une fois déjà, on nous a réinitialisés, en effaçant la mémoire et en nous forçant à recommencer de zéro dans la boue et l'ignorance. Maintenant, alors que nous approchons de la ligne dangereuse de compréhension des technologies, physique quantique, nouveaux matériaux, les architectes veulent à nouveau réinitialiser la civilisation pour que nous ne nous échappions pas de la cage. L'histoire du chemin de la soie vers nulle part, ce n'est qu'un petit fragment d'une immense mosaïque de trahison de l'humanité. Mais dès que vous retirez une brique de mensonge, tout le mur s'effondre. Que faire de cette vérité? Cessez de croire sur parole les autorités avec des diplômes scientifiques obtenus pour le récit d'invention. Regardez autour de soi. Étudiez les matériaux dont sont faits les vieux bâtiments de votre ville. Posez des questions gênantes aux enseignants et aux guides. Mais le principal, comprendre que nous ne sommes pas des descendants de singes, ni une moisissure accidentelle sur le corps de la planète. Nous sommes les héritiers d'une grande civilisation qu'on a tuée, mais qu'on n'a pas pu détruire définitivement. Les connaissances ne sont pas cachées profondément sous terre. Elles reposent dans les bibliothèques du Vatican, dans les archives fermées des services secrets et dans notre ADN.